Monsieur Manaf Alpha Boukari, vous êtes le rapporteur de la plateforme Citoyenne Justice et Vérité, un regroupement de plusieurs organisations de la société civile. Avec vous, nous parlerons de l'organisation de l'élection présidentielle de 2015 au Togo. Mais déjà, commencez déjà par nous parler un peu de cette plateforme. Alors, la plateforme Citoyenne Justice et Vérité, comme vous l'avez dit, est une organisation qui rassemble plusieurs OSC, c'est-à-dire organisations de la société civile togolaise, et qui est née en juillet 2011, à la suite justement de la création de la CVJR. Et le but de cette plateforme était justement d'accompagner la CVJR dans la mise en œuvre du processus de justice transitionnelle au Togo. Il s'agissait d'une part d'accompagner la CVJR dans ses travaux, mais aussi d'aider la CVJR à vulgariser au maximum les résultats de ses travaux au sein de la population qui est justement concernée par ce processus de justice transitionnelle, et aussi faire le suivi par la suite des recommandations de la CVJR, s'assurer que toutes les composantes nationales jouent leur rôle et faire en sorte que la population s'approprie la thématique, puisque la réconciliation nationale nous concerne tous. Donc voilà un peu comment est née la plateforme Citoyenne Justice et Vérité et quelle était sa mission et ses ambitions. Mais il faut préciser que la plateforme Citoyenne Justice et Vérité a un secrétariat exécutif qui est assuré par le CACIT, le collectif d'insertion contre l'impunité au Togo. Donc autour du CACIT, donc, vous retrouvez des organisations, entre autres la Commission épiscopale justice et paix, vous retrouvez le JFTD, voilà, le FTBC, la Fédération togolaise des coupeurs de bois, et plein d'autres associations. Voilà. Alors, les Togolais iront aux urnes le 25 avril prochain. C'est une affaire des acteurs politiques, mais aussi des acteurs de la société civile. Dites-nous, quelle est l'implication de votre plateforme dans l'organisation de ces élections? Alors, je vais dire que l'implication de la plateforme citoyenne dans l'organisation, pas dans l'organisation de ces élections, mais dans ce processus électoral, vient surtout d'une expérience heureuse. En 2010 déjà, nous avons connu un processus électoral qui, dans l'histoire du Togo, semble être le seul processus électoral présidentiel qui n'a pas connu de drame. Dans l'histoire du Togo, depuis les années 58, presque toutes les élections qui engageaient la plus haute fonction de notre pays, administrative de notre pays, a toujours été le lieu de drame, de tragédie et tout ça, de violence. Et donc en 2010, la forte implication des organisations de la société civile a quand même eu pour résultat heureux de préserver au maximum la paix dans notre pays au long de ce processus. Et donc partant de 2010, nous avons réitéré l'expérience en 2013, où plusieurs organisations de la société civile se sont encore impliquées dans le processus des législatives. Et là aussi, les choses se sont relativement bien passées. Et donc, au regard des débats qui ont agité notre pays depuis 2013, justement, autour surtout des réformes constitutionnelles et institutionnelles, qui malheureusement, il faut le préciser, n'ont pas pu aboutir, malgré tous les plaidoyers, toutes les demandes que nous avons pu adresser, que d'autres partenaires ont pu adresser aux acteurs politiques, il devenait de plus en plus important, presque indispensable que nous soyons impliqués encore une fois. Parce que le processus s'est enclenché dans un climat assez tendu. Et sur les médias, vous aviez beaucoup de violence verbale. Vous aviez des positions de plus en plus tranchées des acteurs politiques. Vous aviez aussi un front social de plus en plus agité qui faisait que l'entrée dans ce processus-là était des plus risquée. Et nous voyons une ambiance très délétère. Et donc, la plateforme s'est sentie totalement interpellée par ce sujet-là. Et donc, nous avons décidé, avec bien sûr les partenaires techniques en développement, notamment l'Union européenne, surtout, de mettre en place un mécanisme d'alerte précoce. Alors, je dois dire en passant que les autres organisations membres de la plateforme
mène aussi des actions dans le processus, mais des actions spécifiques à d'autres domaines. Par exemple, vous avez le GEPTE qui fait de l'observation, vous avez la Commission épiscopale justice et paix qui fait aussi de l'observation, alors que nous nous contentons de mettre en place, de déployer un mécanisme d'alerte précoce. L'idée étant de pouvoir encadrer les zones à risque, de mettre en place un mécanisme qui nous permet d'anticiper les tensions éventuelles et surtout de pouvoir les résoudre, décanter la situation avant que ça n'explose ou que ça ne dégénère en véritable conflit. Et donc c'est en ce sens-là que notre implication est assez importante. Surtout que depuis que nous avons lancé le travail en février, effectivement on a commencé en janvier, effectivement en février avec le déploiement de nos coordinateurs régionaux sur le terrain, il y a eu plusieurs événements, plusieurs faits sur toute l'étendue du territoire dans lesquels nous nous sommes retrouvés embarqués et que notre intervention a permis de désamorcer. Alors, beaucoup sont ceux-là qui pensent aujourd'hui que pour ces élections, pour l'élection présidentielle de 2015, le Togo constitue toujours un pays à risque. Est-ce que c'est votre point de vue? Est-ce que le Togo constitue toujours un pays à risque? Je vais peut-être y répondre en partant de ce que nous avons recueilli comme données sur le terrain depuis que nous avons lancé notre mécanisme d'alerte précoce. En fait, le mécanisme d'alerte précoce se présente comment? Je vais peut-être prendre quelques minutes pour l'expliquer avant d'y revenir. Le mécanisme d'alerte précoce, il est constitué d'une coordination dont vous êtes justement dans le centre, là, qu'on appelle le village électoral. Et cette coordination est composée d'analystes répartis par région. Les 5 régions de notre pays ont un analyste, plus un analyste en chef qui assure la supervision et la coordination avec des analystes. Ensuite, sous les analystes, vous avez des coordinateurs régionaux, eux aussi déployés sur toute l'étendue du territoire dans environ 10 villes, que nous avions déjà identifié à la suite d'un travail qui nous a permis d'élaborer un document d'analyse de risque. Donc, ces coordinateurs régionaux aussi travaillent avec des volontaires de la paix. Donc, nous avons un total de 120 volontaires de la paix qui sont déployés sur toute l'étendue du territoire aussi, avec les coordinateurs régionaux. Et tous travaillent de façon à pouvoir quadriller l'ensemble des villes que nous avions identifiées, au-delà des villes, les régions dans lesquelles ils sont implantés. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement, que le fait soit lié directement au processus électoral ou non, du moment où le fait peut induire une tension ou être à la source d'une tension qui peut dégénérer, c'est renvoyé directement aux analystes qui traitent l'information, crédibilisent l'information et enclenchent le mécanisme de réponse à travers des personnes ressources, institutionnelles ou non, mais qui sont suffisamment influentes dans les régions pour pouvoir désamorcer les crises. Donc c'est un peu comme cela que le mécanisme se présente. Donc ceci dit, nous avons surtout constaté, nous sommes déjà à notre 8e note d'alerte. Les notes d'alerte, ce sont des documents que nous produisons chaque 3 jours et qui nous permettent justement de faire le récap de tous les faits recensés sur toute l'étendue du territoire. Alors que notre 8e note d'alerte va sortir, nous pouvons dire que l'essentiel des faits à caractère violent ou disons agressif que nous avons réussi à identifier jusqu'à présent n'était pas directement lié au processus électoral. C'était plus le front social qui agitait. Alors que au niveau des faits politiques, nous étions dans une sorte de tension tenue où il y avait comme ça cette pression-là et cette agressivité dans le discours, cette hostilité entre les différents partis. Vous aviez les partisans du boycott actif, les partisans du boycott. Vous aviez ceux qui voulaient aller aux élections et ceux qui prétendaient que cette fois-ci ils ne se feront pas voler, etc. Puis vous aviez donc ce climat assez délétère autour aussi du peu de confiance accordée à la Cour constitutionnelle et à la CENI. Et tout cela créait quand même un cocktail assez explosif. Mais fort heureusement, depuis que la campagne électorale a commencé, nous avons plutôt assisté à
à des activités qui se sont déroulées dans une ambiance relativement bon enfant. On n'a pas recensé de faits graves ou de faits qui puissent justement nous préoccuper outre mesure, mais il faut avouer que nous ne sommes pas, il ne faut pas pour autant dire que nous sommes sortis de l'ornière. Si les signaux ne sont pas aussi, je vais dire, inquiétants qu'ils l'étaient en 2005, ils le sont tout de même. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien sûr une campagne qui se déroule sans accroc, mais vous avez quand même des gens qui prennent des positions assez clivées quant à la façon dont ils entendent gérer la période post-électorale, c'est-à-dire la proclamation des résultats. Moi, hier, j'ai lu un peu la lettre ouverte que le candidat Jean-Pierre Fabre a adressée au chef de l'État concernant la méthode de collecte des résultats. Voilà, le fameux success que la CENI a adopté. Et dans la lettre, il dit dans le deuxième paragraphe de la lettre tout simplement que l'utilisation de la méthode success va entraîner des violences. Alors, quand il affirme ainsi que ça va entraîner de la violence, ça veut dire que quelque part, des résultats qui sortiraient et qui ne seraient pas en sa faveur, du moment où c'est cette méthode-là qui serait utilisée pour donner ces résultats, pourraient avoir pour réponse la violence. La violence. Et donc, pour nous, le seul fait d'envisager cela est un signal très fort. En face, nous avions eu l'occasion de discuter avec le ministre de l'administration territoriale qui lui aussi, dans ses propos, nous disait que le gouvernement n'entend pas tolérer quelque acte que ce soit qui tendrait à semer du désordre au cours de ce processus et que le gouvernement prendra les mesures les plus dissuasives et les plus radicales possibles pour répondre à tout acte de ce genre. Donc, nous sommes là dans un climat qui peut en fait se détériorer au fur et à mesure que nous allons nous approcher des élections, si justement au niveau de la CENI, on ne trouve pas des réponses consensuelles justement sur la façon dont les résultats vont être collectés et transmis. Cela nous inquiète, il faut l'avouer, parce que on a l'impression que chacun agit dans une sorte de gentleman agreement, mais chacun se dit, en tout cas, je mets un dispositif en place pour réagir au cas où ce qui sortirait ne m'arrangerait pas, ce qui n'est pas de nature à nous rendre sereins. Monsieur Manaf Alpha Boukari, merci. Je vous en prie.